Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le cumul des montagnes d'ordures ménagères décriées dans les villes du Cameroun contraint le gouvernement à mettre fin au monopole observé dans la collecte et le traitement de ces déchets. Cependant, l'organisation d'un tel secteur d'activité bute devant l'épineuse question de financement. Pourtant, il existe des modèles africains de développement de l'économie circulaire et de recyclage des déchets ménagers et électroniques. C'est le dossier du 20h ce vendredi. La victoire du célèbre ex-footballeur George Weah à l'élection présidentielle au Libéria suscite une vague de réactions au Cameroun. Ses anciens coéquipiers et anciens dirigeants au Tonnerre Calera Club se souviennent de lui, lui qui a fait ses débuts au Cameroun dans les clubs de football camerounais. Et vous les écouterez dans ce journal. Ils avaient déjà décelé au jeune George Weah les prédispositions d'un jeune leader. Son portrait et témoignages de ses anciens coéquipiers et dirigeants au Tonnerre Calera Club, c'est à suivre dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le cumul des montagnes d'ordures ménagères décriées dans les principales villes du Cameroun contraint le gouvernement à casser le monopole observé depuis près de 20 ans dans la collecte des ordures ménagères et le traitement de ces déchets. Cependant, l'organisation d'un tel secteur d'activité bute devant l'épineuse question du financement et des factures impayées pour les entreprises qui souhaitent évoluer dans le secteur du ramassage des ordures ménagères et du traitement de ces déchets, une problématique qui interpelle à la fois les pouvoirs publics et qui également interroge la capacité des entreprises à pouvoir exercer dans ce secteur d'activité. Reportage Faral Bounia et Donald Brice Kamgan. Yaoundé et Douala ne sont que les vitrines de l'image poubelle que renvoie le Cameroun. Dans la seule capitale économique, ce sont près de 1500 tonnes d'ordures ménagères qui restent non enlevées sur les quelques 5000 produites par jour. 1995-2017, 22 ans de monopole dans la collecte et le traitement, l'État annonce l'arrivée des concurrents auprès de la seule entreprise en fonction. Dans quel pays on peut trouver une entreprise qui gère les déchets de 5 millions d'âmes pour la ville de Douala, 3 millions d'âmes et demi pour la ville de Yaoundé, quand on sait que rien que les gens qui entrent dans Douala dans le cadre de l'exode rural sont à peu de 10 000 par semaine. Mais ce n'est pas la seule concurrence. La thérapie magique, l'État cumule de costauds impayés auprès de l'actuel prestataire. Les observateurs pensent à des partenariats entre les entreprises et les communes dans le cadre de la décentralisation afin de mieux financer l'activité qui est à la fois lourde et dispendieuse pour l'État. Toutes ces communes, toutes ces collectivités ont le même besoin. Moi, je ne connais pas un maire qui accepte que sa localité soit sale. Parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'il y a un étranger qui entre dans une ville. Les lumières viennent après, ça vient la nuit, là tout le monde voit que, mais dans la journée, lorsque vous avez des poubelles bien rangées, les rues sont tracées et balayées, c'est la première impression qui compte. On se retrouve donc dans quelque chose comme celle-là où les maires ont tous ce besoin, mais n'ont aucune capacité financière de mettre en route. Les ordures ménagères, déchets ici, sont des sources de richesse dans plusieurs pays africains. Pour un pays qui a comme l'agriculture, qui a pour l'agriculture l'ossature de son économie qui est l'agriculture, on peut développer l'agriculture bio à partir du compostage qui est un engrais organique. Et je peux vous dire qu'il y a des universités aussi qui ont pu fabriquer, je ne sais pas si on va appeler ça entre guillemets fabriquer, des pesticides biologiques. Ça existe. Donc on peut développer, promouvoir l'agriculture bio à partir du compostage fabriqué à partir de nos propres ordures ménagères. En l'état actuel, ce sont une dizaine de villes camerounaises qui sont couvertes en matière de collecte et de traitement des ordures.
Alors que le gouvernement camerounais peine à résoudre cette épineuse question relative à la collecte et le traitement des ordures ménagères, d'autres pays africains ont développé des modèles d'économie circulaire à travers le recyclage des déchets électroniques. C'est le cas au Rwanda. C'est le constat qu'a fait notre envoyé spécial dans ce pays d'Afrique de l'Est, Eric Martial Ndjomo. Reportage. Le district de Bushera, au Rwanda, situé à 40 km à l'est de la capitale Kigali, ce district regorge la deuxième usine sur le continent africain de recyclage des déchets électroniques et électriques. La première étant située en Afrique du Sud. Alors qu'au Cameroun, aucun traitement particulier n'est réservé à ce type de déchets, pourtant une menace pour l'environnement et la santé humaine, le Rwanda s'est doté de la E-Waste Dismantling Facilities. L'usine installée il y a 6 mois seulement a déjà collecté près de 120 tonnes de déchets électroniques et électriques. Une fois les déchets sur place, ils sont analysés et catégorisés, ceux pouvant être dépannés comme ces écrans, le son, et seront par la suite offerts sous forme de dons à plusieurs établissements scolaires. Pour le reste, l'on procède à une séparation des parties. Celles métalliques sont envoyées d'un côté. Elles sont minutieusement assemblées avant de passer sous le broyeur pour être compactées. Les parties plastiques, quant à elles, prennent une autre direction. Après le passage par plusieurs machines, elles ressortent complètement émiettées. Ces déchets compactés ou émiettés prendront ensuite la direction d'autres entreprises pour leur recyclage. Ça veut dire que nous, en fait, on commence le recyclage. Ça veut dire que nous préparons les matières premières pour les gens qui font le recyclage. Parce qu'on prépare les métaux. Par exemple, on a les métaux, ce qu'on appelle le style. Nous avons une usine ici à côté qui s'appelle Imana Steel. Ce sont des gens qui recyclent le métal. Et nous avons aussi ce qu'on appelle Rwanda Plastic Industries. C'est une usine aussi qui font des palettes en plastique, différents types de plastique. Mais aussi nous sommes en train de nous préparer pour expédier. Parce que les cartes, par exemple, on n'a pas encore les gens qui recyclent les cartes des computers ou bien des téléphones. On n'a pas les gens qui recyclent ça ici. Donc ce qu'on va faire, on va exporter. C'est en 2014 que le gouvernement rwandais a lancé le projet pour l'initiative Green Fund dans le cadre de la stratégie nationale de gestion des déchets électroniques. Ainsi, la E-Waste Dismantling Facilities a coûté au pouvoir de Kigali près de 1,5 million d'euros en termes d'investissement. Encore à la recherche de main-d'œuvre qualifiée, cette structure n'emploie aujourd'hui que 8 personnes, toutes de nationalité rwandaise. Toujours en économie, le gouvernement camerounais qui table sur l'amélioration de la fertilisation des vergers pour améliorer le rendement agricole des producteurs du cacao et du café au Cameroun. Plus de 28 000 tonnes d'engrais doivent être distribuées à ces producteurs. Initiative du projet d'appui à l'utilisation des engrais au Cameroun. Reportage Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. À Kekem, dans le Haut-Cam, qui est l'un des principaux bassins de production du café, la fertilisation des vergers, associée aux bonnes pratiques agricoles, porte quelques fruits en dépit des difficultés. Il n'y a pas de cela très longtemps. Le point focal a fait la descente sur le terrain pour évaluer les retombées. Et nous pouvons vous rassurer que c'est de meilleurs engrais, malgré quelques difficultés que nous éprouvons en matière de semences, de la régénération des vergers, du vieillissement, ainsi de suite. Mais l'insuffisance des engrais est un sérieux handicap et un gros caillou dans la chaussure du projet dédié à cette cause et logé au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Vous savez, le café c'est une culture. Tant que vous n'engraissez pas, vous ne récoltez pas. Et le peu d'engrais que nous engraissons ne peut pas couvrir toute la superficie escomptée. Et le stock est très minable. Donc nous lançons un appel au gouvernement de voir si le projet pouvait élargir, augmenter la quantité, ça nous fera vraiment plaisir.
Une difficulté que reconnaît également le coordonnateur du projet d'appui à l'utilisation des engrais dans les filières cacao et café. La plus grande difficulté, c'est déjà qu'on ne peut pas répondre entièrement à la demande des producteurs. La demande est tellement grande par rapport à nos capacités de réponse. Les autres difficultés sont l'enclavement des vergers, la difficulté d'évacuer les produits, de pouvoir mettre à la disposition ces produits à temps pour les planteurs. Néanmoins, quelques acquis sont à mettre à l'actif de ce projet qui ambitionne de relever le niveau de production du cacao et du café. Nous sommes à la deuxième année de la deuxième phase et par rapport aux vergers touchés, nous voyons qu'il y a pour le café une augmentation de la productivité de 100% et pour les vergers cacaoyers entre 30 et 40% d'augmentation de la productivité. C'est un plan qui ambitionne d'atteindre à l'horizon 2020 qui approche une production de cacao et de café estimée respectivement pour le cacao à 600 000 tonnes et pour le café robusta à 125 000 tonnes et pour le café arabica à 35 000 tonnes. C'est en tout cas l'objectif visé par la phase 2 du projet d'appui à l'utilisation des engrais dans les filières cacao et café. Malgré cet appui du gouvernement, une crise alimentaire menace le septentrion, mais aussi certains départements dans la région de l'Est, des départements qui sont confrontés à un afflux des réfugiés centrafricains fuyant l'insécurité dans leur pays. On fait ce constat dans ce reportage signé Joël Niem et Gladys Sidier. Le département de la KDI dans la région de l'Est est une zone de forte concentration de réfugiés centrafricains. On en compte environ 100 000 qui ont fui la guerre en RCA pour se réfugier au Cameroun. Ces réfugiés centrafricains sont regroupés au sein de 4 grands camps, repartis dans divers arrondissements. Certains réfugiés ont choisi de quitter les camps et se sont installés progressivement dans les villages environnants. La République voisine est dans une instabilité regrettable actuellement et notre pays subit d'importants dommages collatéraux. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes venus évaluer le dispositif qui est prévu pour défendre les frontières de notre pays, du moins au niveau du département de la KDI. Et nous constatons que les mesures de contrôle sont tout simplement renforcées. Le préfet de la KDI s'est montré préoccupé par la sécurisation des frontières et aussi par les conditions de vie de ces réfugiés qui pour la plupart ne seront plus entièrement pris en charge par le HCR d'ici janvier 2018. Sur les réfugiés les plus vulnérables, c'est ceux-là qui seront sélectionnés après étude de dossier par le comité du HCR qui vont bénéficier de l'assistance du HCR. Les réfugiés centrafricains installés en terre camerounaise depuis plusieurs années s'y sentent bien. Ils ont d'ailleurs développé plusieurs activités et ne comptent pas retourner en Centrafrique de sitôt. Et ici au Cameroun depuis 2014, après le déclenchement de la guerre en République centrafricaine. Et depuis que nous sommes ici au Cameroun, nous vivons bien en harmonie avec la population locale. Aujourd'hui, j'ai fait un an et 9 mois comme ça ici à Cameroun. Je suis bien parce que le Cameroun, c'est le pays qui est bien de sécurité et puis je suis à l'aise. Peut-être mes enfants vont rentrer dedans, pas moi. Parce que je suis bien et puis parce que là-bas j'ai perdu tout. Et maintenant j'ai refait ma vie et puis ici là je suis content. Bon. Mais on n'a pas quand même cet espoir pour cette année-là. On n'a pas l'espoir. Parce qu'on vit bien, on fait nos business, tout ça marche bien et à Centrafrique il n'y a pas la sécurité, on ne rentre pas pour l'instant. On n'a pas l'espoir de rentrer. Pas de retour envisagé tant que la sécurité n'est pas revenue dans leur pays. Plus de 100 000 réfugiés de RCA ont dû s'installer dans la région de l'Est, à la frontière, pour fuir les attaques des anti-Balaka. Après une avalanche de critiques et des doutes émis sur la qualité des ordinateurs fabriqués en Chine et distribués aux étudiants camerounais,
le gouvernement est sorti de sa réserve pour rassurer la jeunesse estudiantine sur la qualité des ordinateurs qui ont été fabriqués en Chine. Et le ministre de la Communication et le ministre de l'Enseignement supérieur, tous les deux étaient face à la presse à Yaoundé. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo, a insisté sur la qualité de ces appareils qui sont distribués aux étudiants camerounais pour le compte de l'année académique 2016-2017 et 2017-2018. Il a encore une fois de plus parlé d'un don présidentiel à la jeunesse estudiantine. Les pouvoirs publics lancent une croisade contre le concubinage observé dans plusieurs ménages camerounais. Une dizaine de couples ont officialisé leur union devant le maire. Objectif de cette légalisation du mariage, c'est protéger de façon juridique la famille et les enfants. Innocent Abega et Flavien Dongo. Sur le tapis rouge de la salle des actes de la commune de Douala 3e, des couples d'occasion mettent un terme à l'union libre. Nous sommes ensemble depuis 2004 et jusqu'aujourd'hui nous avons vécu les pires et franchement nous allons vivre le meilleur pour cette fois-ci. Dans une salle pleine de monde, venus des familles différentes, une dizaine de couples régularisent leur situation devant l'officier d'état civil. Pour l'une des heureuses, le geste participe de la protection des fruits de l'union. On a décidé de se marier aujourd'hui pour le bien-être de nos enfants. Cette initiative du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, dont l'objectif est d'unir officiellement des couples qui ont développé le phénomène du viens en reste, entend développer ses marques à Douala 3e. Nous voulons accompagner ces familles et dire également à toutes les personnes qui vivent en union libre ou en situation de concubinage à Douala 3e de régulariser ou de nous accompagner, nous aider à les accompagner. Dans une ambiance de grand jour, les mariés ont manifesté leur joie de manière collective. Le processus de mariage collectif, qui dure depuis 2011, a déjà sorti un peu plus de 15 000 couples de l'union libre à travers le pays. C'est une vague de réactions qui s'est répandue à travers le continent africain après la victoire de George Weah à l'élection présidentielle au Libéria. L'ex-footballeur ballon d'or européen a montré sa persévérance et sa détermination à vouloir construire une nouvelle société au Libéria. Il a été plébiscité de plus de 60% des voix exprimées durant ce scrutin présidentiel. Comment est-il parvenu à être acquitté de footballeur à président de la République du Libéria? Son portrait dans ce reportage est signé Julienne Berthe-Bissaye. Né le 1er octobre 1966 au Libéria, Georges Talon Oumane Opon Ousmane Weah a été élevé par sa grand-mère dans un bidonville de Monrovia. Weah commence sa carrière de footballeur dans son pays natal. Formé aux Young Survivors, puis à Bangraj Company, il joue par la suite à Mighty Barrel et Invincible 11, les deux plus grands clubs libériens, avant de rejoindre le club camerounais du Tonnerre Kalara de Yaoundé. Un an plus tard, il est repéré par Claude Leroy, entraîneur du Cameroun, qui le met en contact avec l'AS Monaco. Il est âgé seulement de 22 ans. Arrivé en France, Georges Weah débute en première division du football français le 17 août 1988 sous les couleurs de l'AS Monaco par une défaite face à l'AJ Auxerre. Entraîné par Arsène Wenger, l'AS Monaco parvient avec Weah à décrocher la Coupe de France en 1991 face à l'Olympique de Marseille. Weah s'impose donc comme un buteur hors pair, alliant vitesse, puissance et efficacité. Dépité par la finale de la Coupe d'Europe perdue, il décide de rejoindre le Paris Saint-Germain durant l'été en 1992. Le PSG, entraîné par Luis Fernandez, réalise une saison de rêve en Ligue des Champions en effectuant un parcours sans faute durant lequel Weah inscrit plusieurs buts. En 1995, il est sollicité par l'AC Milan. Quelques mois après, il est récompensé par le Ballon d'Or pour ses bonnes prestations avec le club européen. En 2005,
Il débute une reconversion en politique en se présentant à l'élection présidentielle sous les couleurs du Congrès pour le changement démocratique après plusieurs années de guerre civile sous le régime du président Charles Taylor. Les sondages le placent comme principal favori avec Ellen Johnson. Il perd finalement l'élection présidentielle du 8 novembre 2005 avec 40,4% des voix. En 2011, il se représente aux élections présidentielles, mais Ellen Johnson est encore élue. Son parti dénonce alors des fraudes. Le 28 décembre 2014, il est élu sénateur à Monrovia avec 78% des voix en dévançant Robert Sirleaf, le fils de la présidente. Déterminé à prendre les rênes du Libéria, il est de nouveau candidat à l'élection présidentielle du 10 octobre 2017. Bénéficiant d'une meilleure réputation politique, George Weah est qualifié pour le second tour. Il faut dire que l'enfant des bidonvilles, devenu star planétaire, a réalisé jeudi 28 décembre 2017 le rêve de sa seconde vie en devenant président du Libéria. Certains Camerounais ont connu George Weah au début de sa carrière de footballeur au Tonnerre Calera Club. Ancien coéquipier et dirigeant avait déjà décelé en lui les prédispositions d'un leader. Et aujourd'hui, après la victoire de George Weah à l'élection présidentielle au Libéria, des Camerounais s'interrogent: est-ce qu'une autre légende du football mondial pourrait suivre ses traces? Et tout le monde a le regard rivé sur Samuel Eto'o-Fils. Pour l'instant, cette légende du football africain et mondial est plus engagé dans le social. Samuel Eto'o devenu l'ambassadeur de la marque spéciale Pamplemousse, un produit de l'Union camerounaise des brasseries. L'Union UCB Samuel Eto'o a été scellée ce jour à Douala. Des précisions dans ce reportage. Toujours viser l'excellence et bien sûr miser sur la qualité, voilà les nouveaux mots énoncés par le nouvel ambassadeur de la marque spéciale Pamplemousse dans le précieux livre d'histoire de l'Union camerounaise de brasserie. Ce chapitre UCB Samuel Eto'o-Fils a définitivement été scellé ce vendredi 29 décembre dans la salle de conférence de l'hôtel Sawa de Douala à l'occasion du point de presse donné par l'entreprise brassicole pour présenter au grand jour ce partenariat. We are celebrating excellence and we are using excellence to match excellence. It's a common knowledge in the market. Markets always choose it. Even if you taste it today, if you have never tasted Pamplemousse and you have tasted some other brands of Pamplemousse, you will acknowledge the fact that there is no Pamplemousse like special Pamplemousse of UCB. It's a success in the market. But we are not folding our arms at that level. We are moving to another level. And that's why we are partnering with another man that has shown a high level of excellence in the market. Une union spéciale et rafraîchissante entre une légende dans la galette des boissons gazeuses au Cameroun et une légende du football camerounais et même mondial, désormais ambassadeur de la marque spéciale Pamplemousse, un produit de l'Union camerounaise de brasserie. Partenariat de fidélité, j'ai toujours été dans la maison. Aujourd'hui, la marque UCB a voulu se joindre à la marque Samuel Eto'o que j'ai bâti toujours avec l'aide de cette maison-là pour enfin passer des messages que j'espère positifs pour notre société. Se donner les moyens de se positionner au sommet des boissons rafraîchissantes, de par sa nature et ses autres vertus tout aussi pétillantes, c'est en permanence le chemin que suit la marque spéciale Pamplemousse, justifiant ainsi le choix effectué par l'Union camerounaise de brasserie. On a préféré Eto'o, parce que Eto'o, il est inspiré, et nous, à l'Union camerounaise de brasserie, nous inspirons sur cette grande marque pour une boisson qui a été conçue par le Camerounais, qui est fabriquée depuis le temps par des techniciens camerounais, qui montrent leur savoir-faire et qui, malgré le fil de temps, résiste à toutes les compétitions. Il n'y a pas mieux un joueur qui a fait pareil. Un niveau d'excellence et de qualité qui va consolider la place de leader de la marque spéciale Pamplemousse sur le marché des boissons gazeuses, tout en continuant de procurer une incroyable sensation de bien-être à ses fidèles consommateurs et plus encore, leur permettre de partager des moments de convivialité avec Samuel Eto'o-Fils à travers la campagne ainsi lancée par l'Union camerounaise de brasserie. Le spécial Pamplemousse ne me quitte jamais. Je voyage partout où
je suis avec mes quelques bouteilles et je m'arrange toujours en avoir quand il n'y a plus. Nous devons dire à nos compatriotes que consommer camerounais, rêver camerounais, surtout rêver en grand tout en étant camerounais, cela est possible. Une grande aventure qui s'annonce pétillante comme la boisson elle-même, faite à base d'extraits naturels de pamplemousse qui la rendent unique et spéciale. Spécial pamplemousse, feel fresh, feel young, feel spécial, une signature qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h. Le plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision, tendance économique, et juste après l'émission Horizon Sport. Bonne soirée sur cette même antenne.